Bonjour tout le monde. Euh, je vais me présenter, ça faisait partie effectivement de l'introduction, donc je vais commencer à dérouler. La thématique effectivement de ce soir porte sur la conception et la lecture des états comptables. Euh, je m'étais au départ dit que j'allais avoir effectivement des personnes non initiées, mais au vu de la présentation qui m'a été faite, j'ai le sentiment d'avoir affaire quand même à des experts en- dans, du moins dans leur domaine, peut-être pas sur la partie purement technique en comptabilité, mais j'ai essayé de rendre en fait cette présentation la plus simpliste entre guillemets possible et de vous donner quelques pistes en fait pour pouvoir comprendre les comptes annuels. On entend par comptes annuels, je vous montrerai tout à l'heure, c'est les trois principaux finalement documents. C'est le fameux bilan, le compte de résultat et puis l'annexe, les annexes du moins des comptes. Cette idée en fait de présentation m'est venue là aussi pour anecdote avant de commencer. C'est que je me rendais compte, parce que ça fait une dizaine d'années, hein, je vais me présenter, donc je suis expert comptable, commissaire aux comptes. Je fais également un peu de formation. J'ai deux entités, une sur Saint-Pierre et puis une autre sur Saint-Paul. J'ai une dizaine de collaborateurs qui travaillent avec moi et j'interviens essentiellement hein, pour des TPE, quelques PME, des associations, professions libérales et autres, et j'accompagne des clients en fait dans tous les domaines d'activité. Hein. La gestion comptable, ça fait partie effectivement des missions, d'une des missions effectivement classiques d'un expert comptable, mais on a aussi au sein du cabinet un service juridique, un service social, et puis un service qui est plutôt sur l'accompagnement en gestion d'entreprise. Cette présentation et l'idée de cette présentation m'est venue en fait de quelques clients, pour anecdote, qui venaient me voir en fait à la fin. J'essaye dans la mesure du possible de rencontrer tous mes clients. Et puis à la fin de la présentation, quand je leur demandais finalement si la présentation s'était bien passée, s'ils avaient compris, ben, ils me disaient j'ai fait quel résultat cette année, alors que toute ma présentation portait justement sur ça. Ça fait bon, c'était mes premières années du moins d'expérience professionnelle. Et puis au fur et à mesure, bon, je me suis doté d'outils et puis j'essaye de rendre du moins la présentation des comptes, je dirais succincte et puis schématique pour que ben, quand ils repartent de mon bureau à la fin, ils ont au moins pris et compris l'essentiel de leur activité. Euh, alors, il faut avoir en tête également, avant que je rentre dans le détail, on va plutôt parler en fait d'une présentation des comptes annuels d'ordre général. Mais cette présentation, elle peut être très différente d'une activité à une autre. C'est-à-dire que si je suis dans le cadre d'une activité de vente ou dans le cadre d'une activité de prestation de service, je peux avoir des indicateurs et une présentation bilancielle, voire une présentation du compte de résultat qui soit complètement différent. D'accord? Les exemples que j'ai pris parce que je vais vous projeter du moins des états sont plutôt axés sur de la vente en soi. Ok. Alors avant d'attaquer la présentation même des états financiers, il m'a paru important de comprendre en fait les fondamentaux, c'est-à-dire que c'est bien effectivement on établit des comptes annuels, mais ça vient d'où en fait? Pourquoi un bilan? Pourquoi un compte de résultat? Et quelle est la réglementation qui m'amène finalement à établir des comptes annuels? Quels sont les principes? Et pour ça, on va voir dans la première partie de cette présentation le cadre conceptuel et légal de la comptabilité. Nous verrons donc ben, que finalement c'est un système qui nous a été pondu par une directive européenne qui a été retranscrite du moins dans le droit français, et ce droit français y a rajouté quelques principes finalement fondamentaux qui nous permettent d'établir des comptes avec des principes effectivement de base. On va en citer quelques-uns, on va en présenter. Et dans cette première partie, on va aussi
rappeler les différentes sources d'informations et les principaux finalement documents financiers qu'on peut avoir en matière de production comptable. Le deuxième partie, c'est les fondamentaux sur la notion effectivement des documents comptables et financiers. Je vais vous rappeler, même si là aussi je tenais dans mon introduction finalement à préciser que je ne vais pas forcément rentrer dans des considérations d'ordre fiscal et social. S'il y a des questions par la suite, effectivement, vous pourriez les poser, mais on va plutôt s'attacher à faire une présentation purement des aspects comptables hein, et financiers. Alors, je ferai justement juste un aparté sur les seuils à retenir. Et là, on va parler de la fiscalité parce que c'est important que vous compreniez qu'il y a effectivement des seuils et en fonction de ces seuils, soit vous êtes dans l'obligation ou pas effectivement de tenir en comptabilité. Je rappellerai aussi dans la première partie, je vais un peu dans tous les sens, mais c'est pour faire un lien entre chaque partie, quelles sont les personnes morales qui sont dans l'obligation de tenir une comptabilité. On a le sentiment, effectivement, quand on monte une entreprise, qu'on est obligé de faire appel à un expert comptable et qu'on est obligé de tenir une comptabilité, etc., etc. Je vais essayer rapidement, là aussi, par le biais, effectivement, d'un schéma, de vous rappeler les obligations en matière de tenue finalement de comptes annuels. Ok. Donc dans cette deuxième partie, on aura les seuils. Donc là, c'est les seuils fiscaux, micro, réel simplifié, réel normal, et puis la notion de franchise de base aussi en matière de TVA. On a également le compte de résultat et le bilan, pardon, et le compte de résultat. On va essayer de les présenter. On va essayer de présenter aussi les différentes parties d'un bilan, d'un compte de résultat. Et dans une troisième partie, même si effectivement mon plan n'a pas forcément suivi, je vous présenterai quelques indicateurs, mais des indicateurs, je dirais, d'ordre général. On va parler de marge, on va parler de fonds de roulement, on va parler de besoin en fonds de roulement, on va parler de capacité d'autofinancement pour que vous arriviez à intégrer, à comprendre en fait de quoi est-ce qu'il s'agit. Et à la fin, donc champ libre en fait aux questions. Alors, comme je l'ai dit, la première partie, c'est le cadre conceptuel et légal. La première, donc le cadre conceptuel. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la tenue de comptabilité, en fait, c'est la quatrième directive en fait européenne. C'est la directive service qui a été par la suite transposée finalement dans les États membres, qui pose des principes généraux et qui part d'un principe, c'est qu'une comptabilité en fait doit répondre à des besoins et des besoins des différents utilisateurs que sont dans un premier temps donc les dirigeants pour qui donc la comptabilité est un outil de gestion. L'administration fiscale, il faut pas les oublier, qui utilise les données comptables pour asseoir finalement l'imposition des entreprises. Et après, vous avez l'ensemble des partenaires commerciaux qui disposent donc, grâce à la comptabilité, effectivement, des données pour mettre en place et valider éventuellement des relations d'affaires. Donc, on a vu quatrième directive européenne, transposition dans le droit français par le biais du code de commerce, hein, c'est le code de commerce, et plus spécifiquement donc le plan comptable général, c'est le PCG, qui constitue le droit comptable en fait commun qui s'applique à toutes les entités qui sont tenues d'établir donc les comptes annuels, sous réserve de dispositions spécifiques et adaptations sectorielles. On le verra tout à l'heure. Donc le plan comptable général, on peut en trouver sur Internet, on tape plan comptable général, on a un PDF qui fait 300 pages, qui effectivement constitue la valeur réglementaire de la tenue de comptabilité. La première fois, donc, ce plan comptable a été élaboré en 1947 et qui a été révisé à plusieurs reprises. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail. Donc sachez qu'on a la quatrième directive européenne retranscrite dans le code de commerce par le biais du plan comptable général.
d'accord? Qui effectivement, plan comptable, on a certains effectivement qui ont peut-être fait des études en comptabilité par le passé, ont dû entendre parler du plan comptable général. C'est une liste en fait des comptes, mais il y a également dans une autre partie de ce PCG-là des règles. Alors, le champ d'application du PCG, donc quelles sont les entités qui sont soumises donc à l'obligation d'établir des comptes annuels? Deux types d'entreprises, celles qui sont expressément tenues à l'obligation d'établir les comptes et celles qui indirectement sont tenues aux dispositions du PCG. Vous avez un schéma ici qui vous permet finalement de comprendre cette obligation-là. La première question, donc, pour une personne qui se pose la question de savoir si elle est soumise ou pas, la première chose à savoir si c'est une personne finalement qui exerce une activité commerciale. Si c'est le cas, il n'y a pas de doute, elle est obligée de tenir effectivement des comptes et d'établir des comptes annuels. La deuxième, c'est donc si elle c'est pas une personne effectivement qui exerce une activité commerciale, on va demander à savoir si elle a l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Alors vous avez des seuils en fait d'obligation d'avoir un commissaire aux comptes qui ont été revus aussi là l'année dernière. On était sur des seuils qui étaient différents sur des seuils européens avant 2019 et il y a eu effectivement un réajustement des seuils européens depuis l'année dernière. Donc ça s'adresse aux entités qui ont plus de 8 millions de chiffre d'affaires, qui ont plus de 4 millions de total bilan et un certain nombre de salariés, donc 2 des 3 obligations. Donc ceux-là, quoi qu'il en soit, ils sont tenus d'avoir et d'établir des comptes annuels. Ces seuils sont différents pour les associations. Je ne rentre pas dans le détail, mais quand on a une association qui reçoit des subventions publiques supérieures à 152 000 euros, elle est également tenue d'avoir un commissaire aux comptes. La troisième question, donc, si on n'a pas d'obligation, est-ce qu'on est soumis aux deux régimes fiscaux, c'est-à-dire soit au régime du BIC, c'est bénéfices industriels et commerciaux, soit à l'impôt sur les sociétés? Si c'est le cas, quoi qu'il en soit, on est tenu effectivement d'établir des comptes annuels. Après, vous avez donc la quatrième obligation qui relève d'une obligation statutaire, c'est-à-dire que vous avez défini dans vos statuts comme de quoi vous êtes censé établir à la fin de l'année donc des comptes, et dans ce cas-là, eh ben, vous êtes censé respecter effectivement cette obligation statutaire. Des dispositions spécifiques, je ne vais pas là aussi rentrer dans le détail, mais pour ceux qui sont en BNC ou autres, là aussi on le verra par la suite, mais on a une obligation, si vous voulez, lorsqu'on est en BNC, bénéfices non commerciaux, d'établir une liasse fiscale pour retranscrire des opérations. Si on n'a pas de tenue de comptabilité, on aura effectivement du mal à ressortir à déterminer du moins le résultat fiscal et maintenant avec là aussi des obligations liées à la transmission à l'administration de ce qu'on appelle le fichier des écritures comptables, cette obligation en découle. Alors, l'établissement des comptes annuels en fait respecte des principes fondamentaux. Moi, quand j'établis des comptes pour une société, je prends l'exemple, enfin, et je pense que vous allez très vite, comment dire, vous y retrouver hein, quand mes collaborateurs réclament aux clients à la fin de l'année s'il y a eu des travaux en cours, s'il y a eu des prestations réalisées non facturées, est-ce que on est censé euh, sortir des immobilisations de la liste des investissements qu'on a réalisés, est-ce qu'on a un stock, est-ce que tel client est solvable ou pas, est-ce qu'on est censé le provisionner? Ben, toutes ces questions-là, on les pose parce que finalement, l'établissement des comptes répond à des fondamentaux qui sont exigés et qui sont prévus par le plan comptable général. On vous dit toute écriture, tout traitement comptable repose avant tout effectivement sur ces principes fixés au niveau européen et donc rappelés par le Code
de commerce. Alors, il y en a un certain nombre, d'accord, de ces principes. L'objectif pour un expert comptable, quand il vous valide effectivement les comptes, c'est de vous valider des comptes qui reflètent, vous verrez dans les attestations que vous aurez de votre expert comptable, si les comptes annuels sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du patrimoine. C'est une notion, ce sont des notions qui sont importantes, mais ces notions finalement sont une retranscription, je dirais, des principes fondamentaux que je vais vous rappeler par la suite. Donc, quand vous établissez des comptes annuels, l'attestation de l'expert comptable pour des entités qui sont effectivement dans un dans un régime de BIC et pour lequel on a une mission de présentation des comptes annuels, on est censé attester la régularité, la sincérité et le fait qu'elle donne, c'est-à-dire le patrimoine qui est présenté par le bilan, on le verra tout à l'heure, reflète une image fidèle, d'accord, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Ces principes comptables sont importants, donc je vous rappelle après, puisqu'ils constituent des fondamentaux des documents comptables pour aboutir donc à cette image fidèle. Il y en a un certain nombre, je vous en ai rappelé 5 dans cette présentation-là. La première, le premier principe du moins, de continuité d'exploitation. Ce principe a son importance surtout en ce moment. Lorsque j'arrête le bilan et les comptes en fait d'une entité, alors là aussi, les comptes annuels en fait on les arrête habituellement sur une période de 12 mois. Pour une société, quand on établit des statuts, on peut choisir une date de clôture qui peut être différente effectivement d'un exercice d'une année civile. On peut poser la date de clôture au 30 juin, le 31 août, ça importe peu. Le premier exercice peut être supérieur à 12 mois sans dépasser 3 années civiles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je sois effectivement je sois sur 3 années. C'est-à-dire que je peux être sur un exercice de 23 mois, mais à condition d'être uniquement sur 2 années et non 3. Ça, c'est le principe finalement euh, pour le premier exercice. Les prochains, quoi qu'il en soit, ils doivent être de 12 mois, sauf si, au cas exceptionnel, on a en cours d'exercice, on a envie de changer effectivement de date de clôture, on peut être sur une période inférieure à 12 mois et repasser sur une période à 12 mois. Donc le principe de continuité d'exploitation consiste à dire quoi? Consiste à dire que au moment où j'établis les comptes annuels, je pars du principe que l'entreprise en fait va poursuivre normalement son activité à l'issue de cet exercice-là. Ce principe qui justifie notamment le fait d'amortir sur plusieurs exercices les investissements qu'une société elle fait, on le verra par la suite. Ce principe de continuité d'exploitation, je vous disais tout à l'heure, a son importance notamment maintenant. Compte tenu de la crise, on a un certain nombre de sociétés qui peuvent être en difficulté et il est effectivement de notre devoir, autant en tant qu'expert comptable, et c'est encore plus soutenu quand on est effectivement commissaire aux comptes, de nous assurer que la société a les moyens de poursuivre son activité et dans ce cas-là, j'arrête les comptes comme quoi qu'elle va être maintenue et son activité va être maintenue l'année d'après. Parce que si ce n'était pas le cas, je ne peux pas me projeter finalement sur des amortissements. Et c'est-à-dire, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, on le verra après, mais effectivement, je ne peux pas prévoir et arrêter des comptes sur des prévisions si toutefois la continuité était compromise aujourd'hui. Et dans ce cas-là, on a effectivement des diligences à mener. Donc, le premier principe super important, c'est le principe de continuité d'exploitation. Le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle la permanence des méthodes. Vous le comprendrez, lorsque j'arrête des comptes, je ne peux pas m'amuser à changer des méthodes finalement de valorisation,
de comptabilisation d'une année sur une autre, parce que le lecteur des comptes, il sera finalement, il sera complètement perdu et je peux faire ce que je veux effectivement par rapport à cela. Donc le principe qui est posé par le code de commerce, c'est que si j'arrête, l'année dernière, j'ai arrêté suivant une telle méthode de valorisation de stock, de valorisation de ma provision pour mes créances clients, de valorisation de mes travaux en cours, etc., etc., etc. Et ben, je suis censé assurer les mêmes et respecter les mêmes méthodes pour les années d'après. S'il y a changement de méthode, il y a là un traitement finalement qui est prévu et on est censé le respecter parce qu'il y a des mentions, notamment dans un des états, c'est l'annexe, on est censé faire apparaître finalement les conséquences liées à ce changement de méthode comptable. Donc, premier principe important, c'est la continuité d'exploitation. Le deuxième principe, c'est de me dire que j'arrête une comptabilité avec ce principe de permanence des méthodes. Le principe de coût historique. Alors, c'est vrai que on a par rapport à ce principe-là, une différence avec des nomenclatures, notamment anglo-saxonnes et américaines. C'est que nous, on part sur la base. euh, Lorsque j'inscris un élément à l'actif, je vous montrerai tout à l'heure pour pour qui ça ne parle pas, qu'est-ce que c'est qu'un élément d'actif immobilisé. Donc quand j'investis, j'ai effectivement une valeur pour cet investissement-là. Et ben cette valeur, elle est figée dans mes comptes. Je n'ai pas le droit de changer la valeur d'une année sur une autre. J'ai acheté un véhicule qui m'a coûté 40 000 euros, je l'inscris dans mes comptes pour 40 000 euros, et ben je n'ai pas le droit demain parce que, par contre, on a un principe d'amortissement, etc. Ça, c'est dans le principe de prudence, séparation des exercices, mais la valeur de ce bien-là, il est au coût historique. Un immeuble que j'ai acheté ou un terrain que j'ai acheté, je prends l'exemple du terrain parce qu'il est assez parlant, parce que les autres perdent de la valeur. Le terrain, si je l'ai acheté il y a 15 ans, il coûtait 100 000 euros, même s'il coûte aujourd'hui 200 000, à moins de réaliser une opération assez particulière de réévaluation, je n'ai pas forcément la possibilité de modifier la valeur. C'est le principe du coût historique. L'enregistrement des biens, effectivement, doit se faire au coût d'acquisition à la valeur vénale. Donc là aussi, on a différentes valeurs. Coût historique pour coût de revient pour ce qu'on achète. La valeur vénale, c'est pour des biens qu'on a récupérés à titre gratuit et pour le coût de production, effectivement, pour ceux qui sont produits par la société. Okay. Troisième, quatrième principe, c'est le principe de séparation des exercices. Là aussi, si mon exercice dure 12 mois, je suis censé retranscrire l'ensemble des opérations qui sont effectivement réalisées sur ces 12 mois-là. J'ai parlé tout à l'heure notamment des factures à établir. C'est quoi? C'est que j'ai vu qu'il y avait pas mal effectivement de prestataires dans les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Lorsque j'ai réalisé une prestation avec la date, part du principe que je clôture au 31 décembre, j'ai réalisé une prestation au 31 décembre 2019, mais je ne l'ai pas facturée. Le principe de séparation des exercices, effectivement, m'amène à comptabiliser ma prestation en produit, en chiffre d'affaires, sur l'exercice pour lequel je l'ai réalisé. Je n'ai pas la possibilité de reporter à l'année prochaine parce que je vais facturer cette prestation l'année prochaine. C'est le principe d'indépendance des exercices ou de séparation des exercices. Ce qui veut dire que l'ensemble des produits et des charges aussi, c'est valable. Là, j'ai parlé effectivement de chiffre d'affaires, mais c'est le cas. Je prends l'exemple de l'assurance.
j'ai souscrit un contrat de 12 mois à compter du 1er avril 2019 qui va jusqu'au 31 mars 2020. Et ben ma charge en fait, elle doit être coupée pour la période avril à décembre sur les comptes de l'exercice 2019. Et ce qui relève de 2020, c'est-à-dire janvier à mars 2020, et ben c'est censé concerner uniquement l'exercice 2020. Et ça, c'est le travail effectivement des collaborateurs et c'est notre travail à nous d'identifier sur ces charges et ces produits et d'assurer, dans notre jargon, on appelle ça le cut-off, pour voir et pour ne retranscrire sur l'exercice que ce qui relève finalement des comptes et de l'année en cours. Okay. Principe de prudence. Alors, un expert comptable, on dit effectivement que c'est quelqu'un qui est très prudent parce que dans sa culture et dans ses principes, il est censé respecter effectivement ce principe de prudence qui consiste à quoi? Le principe de prudence consiste à intégrer dans votre comptabilité des pertes probables ou certaines concernant l'exercice que vous êtes en train de clôturer pour éviter effectivement de reporter des charges ou des pertes sur les exercices en fait à venir et de donner, et c'est là où on arrive effectivement à cette image fidèle, c'est de donner une image fidèle. Alors dans ces principes de prudence, pour que là aussi ça soit parlant, il y a un élément qui est je pense parlant, qui va être parlant pour tout le monde, c'est l'encours client. Lorsqu'on a un client au 31 décembre qui est en difficulté, on doit dans un premier temps assurer tout le cadre hein, de relance, première relance, deuxième relance, troisième relance, etc. Mais à la fin, on doit provisionner en fonction de la chance qu'on a ou pas de récupérer effectivement notre créance, on doit le provisionner. Ça peut avoir un intérêt pour certains, c'est-à-dire que ce client-là, je ne sais pas s'il va me payer. Par contre, je pense qu'il y a de fortes chances que soit il soit liquidé l'année prochaine, soit il soit vraiment en difficulté, soit la prestation qui a été réalisée a été mise, je dirais, on est en conflit sur la prestation et il y a de fortes chances que finalement il ait raison. Et dans ce cas-là, on va le provisionner. On va le provisionner pour diminuer finalement l'impact de cette créance dans nos comptes. Provisionner, ça veut dire quoi? J'ai 10 000 euros d'encours client. Le fait de provisionner 30%, c'est-à-dire que je la réduis de 30%, de 3 000 euros, et je donne finalement dans mes comptes la retranscription uniquement d'un encours à encaisser de 7 000. Ça donne là, vous voyez, une image plus fidèle par rapport à la réalité. D'accord? Il peut y avoir aussi le principe de prudence, ça consiste aussi en fait à provisionner. J'ai parlé tout à l'heure de terrain. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on verra tout à l'heure. Dans l'actif immobilisé, on a ce qu'on appelle des investissements qu'on réalise et ces investissements-là, en fait, une voiture, on achète un ordinateur, perd de la valeur tous les ans. L'objectif, c'est de retranscrire aussi dans les comptes cette perte de valeur. On appelle ça l'amortissement. D'accord? Donc, l'amortir un bien consiste aussi en fait à respecter ce principe de prudence et de réduire en fait d'année en année la valeur de ce bien-là. Alors, on amortit des biens qui ont une perte de valeur qui est irréversible. D'accord? Mais à contrario, on a parlé plutôt ici de minimiser finalement la valeur du patrimoine, mais on n'a pas le droit de l'augmenter. Vous avez bien vu, hein? Et là, c'est là aussi en totale contradiction avec les autres États et notamment des principes en fait anglo-saxons, parce que nous, on a le droit uniquement de voir le pire, mais on n'a pas le droit d'augmenter les valeurs. Okay. Donc, on a vu le principe de continuité, permanence des méthodes, coût historique, séparation des exercices et principe de prudence.
En comptabilité, je vais passer rapidement là-dessus, on a différents documents. On a des livres, journaux, on a le grand livre qui récapitule les opérations compte par compte et on a une balance en fait qui synthétise les soldes des comptes par période. Ok. On y arrive donc à nos à nos comptes annuels. Alors, les documents qu'on a vus tout à l'heure, voilà, j'ai schématisé. Vous nous ramenez des pièces, donc des pièces comptables sont saisies en fait chez nous dans ce qu'on appelle des livres, hein, d'accord? Ces livres ces livres journaux ramènent finalement des grands livres, c'est-à-dire l'ensemble des mouvements qui sont synthétisés dans une balance, et de cette balance, on a la possibilité finalement de récupérer certains comptes qui vont aller dans ce qu'on appelle un bilan et d'autres qui vont aller dans le compte de résultat. Et puis vous avez l'annexe, les annexes du moins, qui sont maintenant pas obligatoires pour les TPE parce qu'on a des seuils à respecter pour les rendre obligatoires. Mais l'annexe consiste en fait, complète finalement et commente les informations qui sont données par le bilan et par le compte de résultat. Alors, le bilan, c'est un état de synthèse, on va le définir un peu plus tard, qui se présente finalement sous format de tableau, et le compte de résultat, c'est un document comptable qui présente les produits d'une part et les charges de l'autre côté pour donner à la fin finalement le résultat, c'est-à-dire si vous avez gagné de l'argent ou si vous en avez perdu. Là, je vais faire juste comment dire, un avant-goût finalement de ce qui va arriver sur la deuxième partie, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans le détail dans la deuxième partie de cette présentation-là. Focus 1, là, c'était juste des petits rappels. Pourquoi une comptabilité à partie double? Parce qu'effectivement, on a une comptabilité à partie double pour donner et sécuriser les flux, c'est-à-dire qu'on a un achat qui se traduit par soit une sortie de trésorerie, soit par une dette fournisseur. On établit également en comptabilité ce qu'on appelle un état de rapprochement bancaire qui permet de sécuriser les relevés, les mouvements plutôt bancaires avec les relevés, et puis l'enchaînement des opérations comptables qui permet de synthétiser finalement les flux avec une fiabilité. Vous avez en France également, et dans d'autres pays, c'est valable également, un lien assez important, hein, entre la comptabilité et la fiscalité. Et donc, la compta sert également donc à définir comment dire, la fourchette de taxation à l'administration fiscale. Et dans pas mal d'articles du Code général des impôts, c'est bien stipulé qu'une charge n'est déductible que si elle est comptabilisée. Donc vous voyez bien le lien qu'il peut y avoir entre le droit fiscal et le droit comptable. On va passer à la deuxième partie. C'est les fondamentaux en fait des notions comptables et financières. Première aparté sur des seuils à retenir, et après on va définir donc le bilan et le compte de résultat. Alors dans ces seuils, sans rentrer trop dans le détail, je vous en ai mis deux parce que je pense que c'est les seuils les plus importants. Vous avez le seuil des micros, 100 000 et 50 000. Activité de commerce, on est effectivement sur des seuils à 100 000 euros. Inférieur à 100 000 euros, on peut rester sur une activité, comment dire, en franchise de TVA et en micro. Et pour les prestataires de services, on est à 50 000. Ces seuils sont différents dans les départements d'outre-mer, hein. Ils sont moins importants, j'ai envie de vous dire, pour la métropole. Et ce sont des seuils expérimentaux, mais l'objectif, comme vous l'avez compris, hein, c'est de faire en sorte que il n'y ait pas cette contrainte en fait d'établissement des documents fiscaux pour les TPE, d'où l'objectif de l'administration de relever les seuils. Après, il faut mesurer l'avantage qu'il peut y avoir
à être au micro ou pas. Ça, on pourra échanger par la suite. Et le deuxième, c'est les seuils. En fait, une fois on dépasse les seuils du micro, on tombe effectivement sur ce qu'on appelle un régime, des seuils fiscaux, hein, régime simplifié d'imposition. On parle de simplifié pour deux raisons là aussi, rapidement, parce que vous êtes sur un régime de déclaration de TVA qui est simplifié, parce que vous payez des acomptes semestriels avec une régularisation annuelle, et vous avez également la nécessité de produire une liasse fiscale à la fin de l'année qui est sous une forme simplifiée, contrairement au régime du réel normal, parce que vous avez le franchise de base, réel simplifié, et vous avez le réel normal. Donc pour ceux qui dépassent finalement les seuils que je vous affiche là de chiffre d'affaires, ils sont obligatoirement soumis au régime du réel normal. On arrive donc maintenant à notre fameux bilan. Vous avez ici donc une présentation bilancielle classique, hein. Vous avez à l'actif, vous avez l'actif et le passif, d'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un bilan? Alors, je le rappelle ici, c'est une photo instantanée du patrimoine à la date de clôture. Je le rappelle, et là aussi certains effectivement vont avoir un sourire, c'est que le tirage de la photo est parfois long et l'image présentée alors n'existe plus. C'est-à-dire que on essaye d'établir des comptes rapidement, mais compte tenu de ce que vous avez vu au préalable et des principes qu'on est censé respecter et de l'organisation aussi qu'il peut y avoir en interne, on peut mettre plus ou moins de temps à sortir finalement cette photo du patrimoine. Quelles sont les obligations? Un petit aparté en matière de délai. Vous avez les délais finalement fiscaux, c'est-à-dire vous êtes censé établir vos liasses en fait 4 mois après la date de clôture, et vous avez les délais juridiques parce que vous êtes censé valider pour ceux qui sont sous forme société, vous êtes censé valider vos comptes et établir vos assemblées générales à la fin, au bout des 6 mois après la date de clôture, donc fin juin, même si ces délais ont été prolongés par rapport à cette période de confinement à fin septembre, pour votre information. Et les délais fiscaux ont été prolongés à fin juin également pour ceux qui clôturent leurs comptes au 31 décembre. Alors, le bilan, donc on a dit c'était une photo à un instant T. Vous avez l'actif du bilan qui présente les biens acquis. Moi, j'ai envie de dire, en fait, c'est que l'actif, c'est ce que vous possédez et le passif, c'est ce que vous devez. D'accord? À l'actif, donc, vous avez les immobilisations, on définira ce que c'est. Vous avez le stock, s'il y en a. Vous avez des créances clients, vous avez des disponibilités. Donc, tout cela, effectivement, c'est ce que l'entité possède. Je ne parle pas de vous parce que finalement, quand on est sous format de société, c'est une personne morale à part et c'est elle qui possède effectivement l'ensemble de son actif. Et au passif, vous avez des capitaux propres, vous avez les emprunts, vous avez effectivement certaines dettes vis-à-vis des tiers. La présentation générale, donc finalement, voilà, on met le nom de l'entité, on l'a vu tout à l'heure, hein. Je reviens ici, vous avez le nom de l'entité, vous avez la valeur finalement à l'actif, hein, vous avez toujours cette composition de l'exercice N et l'exercice N-1 avec l'année. La valeur nette comptable en bas, qui est censée être la même, vous le voyez hein, ici. Alors j'ai essayé de, je sais pas si on a, non, on n'a pas. La valeur non comptable que j'ai entourée ici, qui est censée être la même que la valeur nette comptable du passif. Donc vous avez toujours la même composition de la valeur brute, vous avez les amortissements et vous avez les valeurs nettes. Et c'est cette valeur nette qui est comparée à l'actif et vous avez l'actif qui est censé obligatoirement être égal à votre passif. Les montants dans l'actif de votre bilan sont pour certains
en hors taxe et pour d'autres en TTC. Je vous dirai lesquels sont en hors taxe et lesquels sont en TTC. Alors, l'actif donc se compose de deux. Je vais faire abstraction des comptes de régularisation pour ne pas rentrer trop sur des aspects techniques, de deux grands blocs. Vous avez l'actif immobilisé. L'actif immobilisé, ce sont finalement les investissements que vous réalisez. On le définira plus tard, exact. Et vous avez l'actif circulant. Ce sont vos stocks, les avances et autres. Donc là aussi, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que la composition en fait de ce tableau, vous avez en haut ce qui est du long terme, actif immobilisé, je garde effectivement sur une période assez longue. On redescend, on est sur de l'actif circulant, ben, c'est du moyen terme. Et puis dans l'actif circulant, pareil, vous avez vos disponibilités, vous avez vos créances, etc. Et on perd finalement par rapport à la période de conservation. Donc ça va du long terme au court terme. Okay. Alors, en immobilier, on a dit tout à l'heure, actifs immobilisés, actifs circulants et les comptes de régularisation. L'actif immobilisé, vous avez trois catégories d'immobilisation. Une immobilisation, qu'est-ce que c'est? C'est un élément de l'actif d'une entreprise qui sert en fait de façon durable à son exploitation. Trois catégories, donc une classification, on a vu tout à l'heure, qui est imposée par le plan comptable général. Vous avez ce qu'on appelle les immobilisations corporelles, ben, tout ce que je peux finalement, des investissements que j'ai réalisés mais qui sont palpables. J'ai parlé de terrain, j'ai parlé de construction, j'ai parlé de machines, d'ordinateurs, etc. Vous avez les immobilisations incorporelles, notamment ben, les fonds de commerce, voilà, fonds de commerce globalement, les droits au bail aussi qui sont inscrits sur les immobilisations incorporelles. Les immobilisations financières, quand j'achète des titres de société, s'inscrit là aussi quand je dépose effectivement des cautions pour mes baux, parce que ce sont des sous que j'ai mis effectivement de côté qui vont être maintenus sur du long terme hein, par le propriétaire. Donc immobilisation corporelle, incorporelle, financière. Vous avez donc, je reviens sur la valeur d'entrée des immobilisations, toujours au coût d'acquisition. On rappelle le principe donc de coût historique, la valeur vénale pour ceux que j'ai acquis à titre gratuit et au coût de production pour les biens qui sont produits. Ces immobilisations, je l'ai dit tout à l'heure, quand ils perdent de la valeur au fil du temps, ils s'amortissent. Donc là aussi, en fonction de la durée d'utilisation, on va les amortir. Donc, c'est-à-dire qu'on va découper, si vous voulez, la valeur du bien suivant la durée d'utilisation. Un ordinateur que je vais utiliser 3 ans, ben, je vais l'amortir sur 3 ans pour intégrer en charge non pas la valeur totale en une seule année, mais divisé par 3. C'est-à-dire que j'achète pour 1000 euros, la première année 333 en charge, la deuxième année, la troisième année. Ce qu'on appelle en fait une consommation des ressources. D'accord? Et donc j'amortis les biens qui perdent de la valeur et je déprécie éventuellement des biens qui n'ont pas vocation à perdre leur valeur de façon irréversible et donc terrain, fonds de commerce, droit au bail, comme vous le savez, ne perd pas de sa valeur de façon irréversible. Et on retrouve ici, finalement, sur cette diapo, vous voyez les amortissements qui s'affichent dans la deuxième colonne et vous avez la valeur nette. Donc, immobilisation incorporelle, vous voyez, des concessions, brevets ou autres, 13 000 euros. On a 10 000 euros d'amortissement, c'est la perte de valeur, et 3 000 euros ici de valeur nette. Et idem pour l'installation technique, 344 000 euros. Par exemple, c'est de l'outillage que j'ai déjà amorti pour 211 000, donc il y a une valeur nette à l'actif pour 132 000
Et dans les immobilisations financières, je retrouve les 74 000 de placement et notamment un mort provisionné pour 7 000 € avec une valeur nette de 66 000. Okay, et la comparaison, là aussi, net avec le net de N-1, toujours. On ne va pas comparer avec le brut, c'est le net et le net. Okay, le stock et les créances clients qui sont toujours donc après plus bas à l'actif de votre bilan. Le stock qui peut être du stock finalement d'approvisionnement, le stock de produits intermédiaires, marchandises, production en cours pour ceux qui sont dans une activité de prestation. Je peux avoir aussi des productions en cours. Valeur d'entrée des stocks, même principe que ceux qu'on a cités tout à l'heure pour les immobilisations, au coût d'acquisition, à la valeur vénale ou au coût de production si je les produis. Il y a aussi des principes qui sont dictés par le code de commerce, c'est la valorisation de mon stock. Je suis censé, il y a là aussi deux méthodes, mais il y a une méthode qu'on appelle une méthode préférentielle. C'est la méthode en fait du coût unitaire moyen pondéré. C'est-à-dire que je fais la moyenne en fait, dès que je rentre, je sors, je fais la moyenne des prix à chaque entrée pour donner effectivement une valeur. Et vous avez également une autre méthode, c'est la méthode PEPS, c'est première entrée, premier sortie, d'où le PEP. S ou FIFO, c'est first in, first out, c'est la traduction. Un stock se déprécie aussi, comme les amortissements. On a vu aussi la dépréciation des terrains, des fonds de commerce, des droits au bail. Un stock peut perdre de la valeur et on est censé effectivement le déprécier s'il y a une déperdition de valeur. Après le stock, vous avez les créances clients. Dans ces créances clients, deux types de créances. Les créances sur des factures déjà transmises, les créances contre-attachées parce que vous pouvez avoir aussi des prestations réalisées non facturées, donc c'est les fameuses factures à établir. Les comptes également entre des entités qui ont des liens en commun qu'on retrouve là. Vous avez là aussi des créances fiscales. On aime bien avoir des créances fiscales finalement, crédit d'impôt, des remboursements d'impôts sur les sociétés. Lorsqu'on a un crédit de TVA, on le retrouve finalement à l'actif aussi en créances fiscales. Donc, dans les créances, vous avez les créances clients, les intercos et vous avez les créances fiscales. Je l'ai mis en gras parce que c'est important d'attirer l'attention finalement sur cette notion de compte courant. Si vous avez votre compte courant, qu'est-ce que c'est qu'un compte courant? C'est en gros l'argent que vous avez mis dans la société. S'il est de l'autre côté, c'est-à-dire que si la société vous devait, c'est de l'argent que vous avez mis dans la boîte, c'est un compte qu'on ouvre à votre nom dans les comptes de la société en tant qu'associé. Par contre, si ce compte se retrouve à l'actif, c'est que ça ne va plus. C'est-à-dire que vous avez pris plus que ce que vous auriez pu prendre et ça relève d'un délit. C'est ce qu'on appelle l'abus de biens sociaux et ce n'est pas bien. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous retrouvez un compte courant débiteur d'associé dans une société, à l'IS notamment, il faut se poser des questions, il faut régulariser parce que ce n'est pas forcément très courant pour utiliser le même terme. Vous avez les créances donc là qui apparaissent toujours en TTC. On a vu tout à l'heure les immobilisations toujours en hors taxe. Par contre, les créances apparaissent toujours en TTC à l'inverse des stocks et des immobilisations. Je rappelle également le principe de dépréciation des créances qui doit être justifié. C'est pour ça que je vous ai rappelé tout à l'heure, il faut qu'on ait fait l'ensemble de, comment dire, suivi le processus en fait de relance ou qu'on ait des justificatifs pour pouvoir passer en perte éventuellement ces créances lorsqu'on les passe en perte ou on les déprécie. Avancées à compte, après plus bas, vous avez effectivement les avancées à compte que vous avez versées à vos fournisseurs et plus bas, vous avez également donc la trésorerie, soit la caisse, soit les comptes bancaires. Ok, je vais un peu plus vite. On a fait le point sur l'actif, on a vu, je reviens rapidement pour que vous retrouviez. On a vu l'actif donc immobilisé, investissement ou autre, actif circulant, créance client, stock, dispo, etc.
On a défini ce que c'était, on a vu comment est-ce que c'était évalué. On va aller maintenant donc plus loin et de l'autre côté plutôt du tableau, c'est le passif. On a dit tout à l'heure, passif c'est ce que vous devez. Dans le passif, vous avez là aussi deux grands blocs, j'ai envie de vous dire. Vous avez les capitaux propres, vous avez les dettes. Dans les capitaux propres, vous avez le capital. Si ce n'est pas un capital, vous n'êtes pas en société, c'est votre fameux compte d'exploitant qui apparaît effectivement au passif. Vous avez les réserves. Les réserves, c'est là aussi des choses un peu techniques, mais vous avez le droit de doter, vous avez l'obligation de doter ce qu'on appelle une réserve légale à hauteur de 5% de votre bénéfice tous les ans, mais à concurrence de 10% de votre capital social. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais effectivement, là aussi, c'est une obligation qui est fixée par le Code de commerce. Le report à nouveau, c'est intéressant. Si vous voyez dans vos comptes, en fait, ce qu'on appelle le report à nouveau, si les créditeurs se report à nouveau, c'est-à-dire s'il apparaît en positif au passif, c'est le cumul du résultat des années antérieures que vous ne vous êtes jamais distribué. Et s'il est négatif, ça veut dire que c'est le cumul des pertes antérieures. Il y a un principe de base dans le code de commerce qui consiste à dire que vos capitaux propres pour les sociétés, j'entends uniquement, pas pour les comptes, pour les entreprises individuelles, vos capitaux propres ne doivent pas être inférieurs à la moitié du capital social, sinon vous êtes censé effectivement agir et réunir une assemblée et accomplir un certain nombre de formalités et résoudre du moins cette carence dans les 24 mois. Okay, donc capitaux propres, capital, réserve, report et le résultat de l'exercice. Idem, vous verrez donc dans le passif, le résultat de l'exercice, c'est le bénéfice ou la perte que vous avez faite sur l'année qui vient de s'écouler. Ça, c'est le premier bloc qui est en haut. Et vous avez bien vu, c'est un bloc. Là aussi, c'est dans le même principe, vous voyez dans la présentation, long terme, et après, je redescends et j'arrive en fait aux dettes. Et dans mes dettes, vous avez des dettes financières. Dans un premier temps, soit des emprunts obligataires, soit les emprunts auprès des établissements de crédit. Si vous avez également des découverts bancaires, ça apparaît finalement plus bas. Vous avez là aussi votre compte courant créditeur. On a parlé tout à l'heure du compte courant débiteur qui était actif. Si vous avez mis de l'argent et que c'est la société qui vous doit des sous, là, c'est finalement retranscrit dans ce qu'on appelle un compte courant créditeur et qui apparaît à l'actif, au passif, pardon, de votre bilan. Là, vous avez les avances et acomptes reçus sur commande en cours. C'est des avances que vos clients vous ont payées. Pourquoi c'est au passif? Parce que vous êtes censé effectivement soit les déduire d'une prochaine facture ou rembourser si la prestation n'est pas réalisée. C'est pour ça que ça apparaît à l'actif, au passif. Vous avez les dettes d'exploitation plus bas, donc sur du court terme, moyen terme, dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales, IS, TVA, les derniers mois aussi de charges sociales. Vous verrez quand on arrête un bilan au 31 décembre, et comme les cotisations sociales sont payées au 15 du mois suivant, on a toutes les cotisations sociales qui apparaissent aussi dans le bilan. Et les autres dettes s'il y en a. Okay, le compte de résultat, c'est le film de l'année. Il explique l'histoire. Donc on a vu, le bilan, c'était une photo. Le compte de résultat, c'est un film. C'est-à-dire que je fais le lien entre la situation de mon patrimoine de l'année dernière et la situation de mon patrimoine de cette année. Et ça me permet de comprendre l'ensemble des flux. Toujours en hors taxe, à moins que je sois effectivement en franchise de base, et dans ce cas-là, je ne suis pas redevable de la TVA et l'ensemble des opérations sont retranscrits en TTC. Mais sinon, produits et charges hors taxe pour le compte de résultat. Le compte de résultat, il se présente de cette façon-là. Vous avez dans un premier temps les produits d'exploitation, votre chiffre d'affaires, et l'ensemble des produits stockés, immobilisés, pas significatif et je ne rentrerai pas dans le détail des produits stockés, des immobilisations, plutôt effectivement cette notion de chiffre d'affaires, produit. Plus bas, vous avez les charges d'exploitation,
liées aux achats, marchandises, matières, les charges externes, les charges sociales, etc., etc. J'arrive donc à ce premier résultat, c'est un compte de résultat, donc ce qui dit compte de résultat, il est censé retranscrire des niveaux finalement de résultats. Il y en a différents ordres. Vous avez ce qu'on appelle un résultat d'exploitation qui est important parce que ça mesure finalement votre capacité et à générer du bénéfice ou pas lié à votre activité de base. Okay. Vous avez donc le résultat financier. Par la suite, c'est la différence entre les produits et les charges financières. Généralement, quand j'ai des emprunts ou autres, mon résultat financier, il est toujours déficitaire. Et vous avez le résultat courant avant impôt qui est important finalement parce que ça mesure le résultat lié à l'activité moins les charges finalement liées aux modalités de financement, résultat courant impôt. Et vous avez le résultat exceptionnel plus bas et qui fait la différence entre des opérations qui sont exceptionnelles, d'où son nom, notamment un exemple d'opération exceptionnelle lorsque vous avez vendu un élément de votre actif immobilisé qu'on a vu tout à l'heure, et ben c'est une opération exceptionnelle et elle est retranscrite finalement sur ces classes et dans cette catégorie d'opérations. Et à la fin, donc, en faisant la somme de tous ces résultats, je trouve mon bénéfice ou ma perte de l'année. Le résultat, donc, je rappelle, présente le produit d'exploitation avec les résultats intermédiaires, résultats d'exploitation financiers, avant impôt exceptionnel et résultats nets comptables. Si vous avez des questions, on les verra après. Je n'ai pas pris des indicateurs très techniques hein, pour cette présentation-là. Le premier indicateur pour ceux qui sont dans une activité finalement de vente, c'est la marge brute. C'est toujours intéressant et ça je le fais systématiquement pour ceux qui sont dans une activité de vente, c'est de vérifier en fait la cohérence et les ratios liés à leur marge brute, c'est-à-dire la différence entre ce qu'ils vendent et le coût de ce qu'ils vendent. Voilà. Le seuil de rentabilité ou le point mort, ça aussi, c'est une notion fondamentale parce que c'est, entre guillemets, le chiffre d'affaires que vous êtes censé réaliser pour atteindre un résultat de 0. C'est le minimum hein, finalement pour gagner, pour ne rien gagner et pour ne rien perdre non plus. Nous avons des modalités effectivement de calcul de ce seuil de rentabilité, mais pour ceux qui sont en activité de service et qui n'ont pas forcément de charges variables, il est simple en fait à mesurer ce seuil de rentabilité, c'est vos charges fixes. Hein. Je fais le calcul de mes charges fixes sur l'année, et ben je suis censé au minimum atteindre finalement mon chiffre d'affaires est censé minimum atteindre ce niveau de charges fixes. Plus le seuil est important, plus effectivement je suis dans une activité risquée parce que je ne sais pas si je vais pouvoir l'atteindre ou pas. Troisième notion, c'est le fonds de roulement. Je ne vais pas reprendre le passif tout à l'heure et l'actif. En fait, le fonds de roulement se calcule avec autant le seuil de rentabilité se détermine à l'aide du compte de résultat, autant le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette, ce sont des indicateurs bilanciels. Le fonds de roulement, c'est, on a vu tout à l'heure, les capitaux propres plus les emprunts qui étaient au passif en haut et les emprunts un peu plus bas, moins finalement ce que j'ai investi et qui me sert en fait pour du long terme. Et ça mesure quoi? Ça mesure le fonds de roulement, les capitaux permanents de l'entreprise qui ne financent pas les immobilisations et qui restent disponibles en fait pour les besoins de l'exploitation. Donc si vous avez un fonds de roulement négatif, il faut effectivement voir si on n'a pas là une problématique en fait d'équilibre financier.
L'actif immobilisé comprend, donc on a vu tout à l'heure, les immobilisations et autres. Le fonds de roulement n'est pas suffisant pour financer correctement l'activité. Ça se traduit par des problèmes de trésorerie. Notion de besoin en fonds de roulement aussi qui est important. Lorsque je suis dans une activité de vente au détail, je n'ai pas forcément de besoin en fonds de roulement. Besoin en fonds de roulement, c'est les ressources financières de dispose l'entreprise, mais qui est lié en fait au décalage qu'il y a entre les encaissements de ses créances et le décaissement de ses dettes. Euh, comment dire, j'explique ça assez facilement par un exemple l'exemple des supermarchés. Les supermarchés, quand vous y allez, vous payez cash vos courses. Par contre, eux négocient avec leurs fournisseurs des délais de paiement super importants, ce qui justifie en fait un besoin en fonds de roulement négatif, ils en ont pas, et ils se servent finalement de ce décalage pour les placer, et ce qui vous permet parfois d'avoir des prix assez compétitifs, même si ce n'est pas forcément le cas à La Réunion. Donc le besoin en fonds de roulement, il est positif lorsque vous avez des créances clients qui sont plus importants finalement que des dettes. C'est-à-dire que vous avez dû payer vos dettes fournisseurs alors que vous avez de l'argent qui est, je dirais, stocké dans vos créances clients. Et la différence entre les deux constitue vos besoins en fonds de roulement. Et ce besoin en fonds de roulement, finalement, c'est votre fonds de roulement, ce qu'on a vu plus haut, qui est censé le compenser. Si vous n'avez pas de fonds de roulement et vous avez encore un besoin de fonds de roulement, et ben là, vous êtes sûr que vous avez une trésorerie qui est négative. OK? Trésorerie nette, donc c'est la différence entre les deux. Et la capacité d'autofinancement, c'est une notion qui doit certainement parler à certains d'entre vous, parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui accompagnaient des chefs d'entreprise dans leur demande de financement. La capacité d'autofinancement, je le simplifie en disant que c'est votre résultat, mais mesuré en trésorerie. C'est la capacité que vous avez à générer de la trésorerie par le biais de votre activité. Et le banquier, c'est un élément comment dire, qu'il regarde beaucoup parce que ben, lui, ce qui l'intéresse, c'est est-ce que vous dégagez de la trésor. Vous pouvez avoir un beau résultat, mais si vous avez effectivement des charges non décaissées, on a vu tout à l'heure, les amortissements, c'est des charges non décaissées. Si vous avez des charges non décaissées importantes, votre résultat finalement il va être minime, mais votre CAF va être importante. Mais tous ces points-là, je ne rentre pas dans le détail. Et si vous voulez me poser des questions, on va pouvoir les traiter par la suite. Merci de votre attention. Je ne sais pas si j'ai respecté le créneau, mais je pense qu'on y est. 18h15. Merci beaucoup.